Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado L'état du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon. Jocelyn, ça va bien? Très bien, très bien. Le soleil brille sur Pau depuis plus d'une semaine. Alors, il fait 18, 20 degrés. Je vais quand même pas me plaindre quand je regarde la température à Montréal. Bon, les gens, certaines personnes avaient noté dans les dernières semaines que tu avais le teint un peu orange. C'est que tu étais à Paris. Donc là, Oui, de retour dans le sud où le soleil brille. Donc voilà. voilà, ceci explique cela. Bon, ben écoute, aujourd'hui, écoute, grosse semaine parce que, tu vois, nous, on a enregistré le dernier épisode vendredi dernier, tout juste avant la fameuse conférence de presse entre le président Trump et le président Zelensky à Washington, à la Maison-Blanche. Ouais. Donc, inévitablement, on va en discuter aujourd'hui, mais c'est la raison pourquoi on n'en a pas discuté dans l'épisode qui a été diffusé dimanche dernier, parce qu'on avait enregistré quelques heures avant cet événement-là. Donc, écoute, toi, Justin, tu as de l'expérience dans ce type de négociation-là. Tu as été conseiller spécial, conseiller politique de Stéphane Dion à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères. Puis je sais que part à ce genre de discussion, de négociation-là. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord sur la forme, comment une discussion en haut lieu comme ça devrait être organisée, puis peut-être Ouais. qu'est-ce qui a fait défaut vendredi dernier entre Trump et Zelensky? Alors donc, quand les chefs d'État se rencontrent dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, c'est essentiellement pour ce qu'on appelle un photo-op, c'est-à-dire que les journalistes et les photographes sont réunis et ils vont prendre des photos des deux chefs d'État qui s'échangent des propos euh, c'est assez banal comme conversation. On n'entre pas dans le vif du sujet. Parfois, on ouvre à certaines questions, mais d'un nombre limité, pour un temps limité. Et puis, lorsque cette chorégraphie est terminée, il y a quelqu'un au bureau du président, chef de protocole ou autre, qui dit, bon, mais maintenant c'est terminé, on demande aux journalistes de quitter, d'autant plus que dans une heure ou dans 2 heures, il y aura une conférence de presse formelle avec les deux leaders sur s'ils auront discuté. Et dans le cas présent, ce qui était important, c'était la signature de l'accord sur les minéraux ukrainiens. Alors, ça, c'est le côté plus formel qu'on voit tous les jours ou presque, que ce soit à Washington, à Paris ou à Ottawa. Visiblement, ce n'est pas ce qui s'est déroulé. Les choses ont dérapé. Alors, selon les journaux américains les mieux branchés, le Washington Post et le New York Times, le président Zelensky avait rencontré 1 heure avant Trump plusieurs sénateurs démocrates et républicains, dont le sénateur Lindsey Graham, républicain, aligné sur Trump. Graham avait dit à Zelensky, toujours selon la presse américaine, ne commencez pas à demander des garanties de sécurité au président. Il ne veut pas en entendre parler. En fait, ce que Graham envoyait comme message à Zelensky, c'est ne négociez pas sur la place publique les différends qu'il pourrait y avoir entre nos deux délégations. Surtout, accepte le rapport de force dans lequel ton pays se trouve. Je ne sais pas si Zelensky l'a dit comme ça, mais ça voulait dire, avec Trump, il y a des lignes rouges. Donc, tenons, pour l'aspect public, il faut s'en tenir aux banalités d'usage. Et après, quand les journalistes auront quitté, la négociation va commencer. Donc, Zelensky arrive à la Maison-Blanche. Il faut dire que toute la scène a duré, je crois, une quarantaine de minutes. Les premières minutes étaient excellentes, semble-t-il que les gens s'entendaient très bien. Ils savaient exactement ce qu'ils allaient faire pendant cette opportunité de rencontrer les journalistes quelques minutes.
il y a une salle qui était réservée pour un déjeuner dont on connaît le menu. Il y avait aussi la salle de la conférence de presse où on allait signer l'accord et les deux chefs d'État seraient présents. Arrive Zelensky, s'assoit, et si j'ai bien compris le déroulement, après ce 15-20 minutes d'amabilité, un journaliste, soit américain, soit ukrainien, a demandé, je crois qu'il l'a demandé à Zelensky ou à Trump, mais en tout cas, la question était adressée au chef d'État, allez-vous négocier avec Poutine? Et Zelensky a répondu, on ne négocie pas avec un assassin. Et évidemment, ça a piqué au vif le président Trump, qui un mois plus tôt avait passé une heure et demie au téléphone avec le dit assassin. Avec Poutine. Et là, il dit, vous voulez que je dise que Poutine est un assassin, puis après, je dois lui téléphoner pour lui dire, puis mon cher Vladimir, comment va l'accord pour la paix? Il dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, vous avez vu le dérapage continuer. Zelensky a répondu, il a sorti des photos visiblement, peut-être des Ukrainiens morts, des bombardements, et Vance s'est mis de la partie. Je pense que tout le monde a ces images à l'esprit. Donc, un grand dérapage qui a duré trop longtemps. À un moment donné, le chef du protocole ou toute autre personne qui organisait la rencontre aurait dû dire ça suffit, nous allons faire la rencontre à huis clos, nous demandons aux journalistes de quitter la salle. C'est pas ce qui est arrivé. Trump aurait pu le faire lui-même. Zelensky aurait pu dire je vois que on n'est pas sur la même longueur d'onde, peut-être qu'on pourrait en parler à huis clos, mais personne ne s'est engagé là-dedans. La bagarre a commencé et à mon avis, elle reflétait toute la hargne que les trois hommes ont développé l'un envers l'autre, finalement, et c'est sorti comme ça publiquement. Alors, voilà. Ouais. Ben, c'est ça. En fait, ce que tu dis, c'est très intéressant, la rencontre au préalable avec certains sénateurs, dont Lindsey Graham, qui aurait mis Zelensky au courant des lignes rouges Voilà. à ne pas franchir. Or, il les a franchis. Pourquoi? Plusieurs possibilités, on peut en discuter ensemble. La première, c'est que, bon, ben, je pense qu'on s'entend que depuis 3 ans, Zelensky, à chaque conférence de presse, à chaque sommet auquel il a participé, il était toujours dans un environnement qui était pas hostile du tout. Ouais. Donc, il n'a jamais été réellement testé. Puis il était toujours sur la même longueur d'onde aussi avec ses différents interlocuteurs. Donc, traiter Vladimir Poutine d'assassin, de criminel de guerre, bon, ben, ça faisait consensus avec ses interlocuteurs. Il n'y avait pas de risque que ça puisse sortir les susceptibilités de l'autre. Ah, peut-être pour la première fois en 3 ans, il s'est retrouvé dans un environnement qui était hostile, qui lui était pas nécessairement favorable. Et puis, ben, c'est là où on a vu que, je pense, sur le plan de la politique étrangère, c'est ce qui a permis de montrer que les Américains sont Trump surtout, est dans une posture très réaliste et parfaitement conscient que certaines choses qui aimerait peut-être dire, qui sur le plan moral devrait peut-être dire, mais sur le plan de la réelle politique, il ne peut pas dire ces choses-là parce que s'il le faisait, ça pourrait hypothéquer l'accord de paix qu'il est en train de négocier lentement mais sûrement avec Vladimir Poutine. J'ajouterais, Jean-François, qu'il y a deux négociations ici. Il y a la négociation sur l'Ukraine, mais il y a aussi le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie. L'approfondissement de leurs relations économiques, etc. Donc, Trump ne peut pas dire en conférence de presse, oui, je sais que c'est un criminel, parce qu'il est en négociation sur le rétablissement des relations. Donc, exactement. Il était contraint, là. C'est ça. Puis sur le long terme, pour les États-Unis, ben, je pense que j'ai déjà expliqué, mais je pense que le véritable ennemi des États-Unis, c'est pas la Russie, mais c'est la Chine.
Donc, dans cette perspective-là, tout ce que Donald Trump peut faire pour diviser autant que possible ou ramener dans une certaine mesure la Russie dans le giron américain ou occidental, ça ne peut qu'être bénéfique aux intérêts nationaux américains si ça a pour effet de diviser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la Russie de la Chine, de mettre à l'épreuve leur grand accord d'amitié éternel là, qui a été signé il y a quelques mois de ça. Donc, c'est ça qui vise réellement. Puis, effectivement, donc s'embarquer dans un langage moralisateur ou idéaliste, qui est un peu le monde dans lequel baigne Volodymyr Zelensky, puis une bonne partie de l'Occident, ça ne pouvait que créer un clash. Puis on a ici, je pense, la confrontation entre deux mondes qui sont irréconciliables parce que ces deux mondes-là opèrent dans des perspectives internationalistes qui sont absolument incompatibles l'une avec l'autre. Donc, une perspective très réaliste, puis de l'autre côté, une perspective très idéaliste. Tout ça n'aurait pas dû surprendre Zelensky, qui avait entendu les discours du ministre américain de la Défense et du vice-président Vance lors de la conférence sur la sécurité à Munich. Donc, le terrain était préparé à ce qu'il y ait des différends, des clashs, mais il ne fallait pas les exposer publiquement. Alors, évidemment, là, vous avez vu toute la grossièreté du président Trump s'étaler. Le côté donneur de leçons de Vance aussi, le moralisateur en chef. Alors, vraiment, c'est une catastrophe. Et on a pensé, en tout cas, moi, j'ai pensé, puisque je l'ai dit dans une émission de Patrice Roy sur RDI, que je ne croyais pas que les deux leaders allaient se revoir parce que là, c'était trop profond. La rupture était trop profonde. D'abord, entre les deux, mais aussi sur les positions des deux parties concernant et l'Ukraine et la sécurité européenne. Donc, si c'était juste un clash de personnalité, ça peut toujours se rabibocher, mais là, c'est plus profond que ça. C'est ça. Alors, il y a certaines informations qui disent que Zelensky sera à la Maison-Blanche bientôt pour signer l'accord sur les minéraux, puis pour négocier. Et d'ailleurs, Zelensky, après avoir dit qu'il ne s'excuserait pas, je crois que c'était mardi ou mercredi, a dit bon, maintenant, je vais travailler sous la direction du président Trump. Oui. Et puis, il n'attache plus aucune condition à la négociation. C'est ça. Puis il remercie, ce que Donald Trump lui a demandé, remercier les États-Unis pour toute l'aide fournie depuis 3 ans. Donc, vraiment un changement de cap en l'espace de quelques jours. Mais donc, c'est ça. Il a compris que c'était son premier bailleur de fonds. Et c'était, comme disent les Américains, il y a un nouveau shérif en ville. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi le fait, je pense, qu'il a réalisé que la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine, c'était pas juste une suspension de l'aide monétaire, mais l'envoi de chars d'assaut, mais c'est aussi pour les renseignements. Donc, les images, ce qui a été fait. Donc, je pense que sur le plan militaire, il a compris que il y avait quelque chose d'extrêmement sérieux dans cette suspension-là de l'aide militaire et que peut-être la signature de l'accord sur les minerais en contrepartie, peut-être les États-Unis pourraient continuer à fournir des informations en matière de renseignement, mais pas nécessairement envoyer de l'aide militaire comme des chars d'assaut ou des canons ou de l'aide financière. Est-ce que, bon, sait-on jamais, est-ce que c'est quelque chose que l'administration américaine serait prête à accepter? Ça reste à voir, mais c'est ça, il a compris la dynamique dans laquelle il se trouvait. Mais non, c'est ça, donc pourquoi Zelensky a mis le pied sur un terrain qui était miné, et il savait que le terrain était miné si Lindsey Graham l'avait mis au courant au préalable. Donc, manque d'expérience politique de sa part, mal préparé, en sachant, comme je disais, que depuis les 3 dernières années, il s'était jamais retrouvé dans un environnement hostile comme celui-là. Certaines personnes ont dit qu'il avait aussi l'air très fatigué, donc le décalage horaire, long voyage, donc il n'était pas... c'est sûr que cet homme est sous tension depuis 3 ans. Qu'on se mette à sa place. Et tous les jours, il se demande s'il va être vivant et puis si son pays va survivre. En même temps, la presse américaine laisse entendre que peut-être la délégation ukrainienne était mal préparée, mal briefée, et que donc ça s'est répercuté sur le président.
Et Alors, que tout aussi n'était pas dans sa langue maternelle. en plus, alors il Partant de l'anglais, s'efforçait. donc, voilà. Il s'efforçait de parler anglais, c'est jamais facile, tu cherches tes mots. Euh, tu es devant le président des États-Unis et du vice-président qui t'insulte quasiment. Alors, c'est sûr que là, la tension Il faut dire aussi que l'accueil n'a pas extrême. été, faut dire que l'accueil n'a pas été super chaleureux dès le départ. Là. Vous êtes bien habillé aujourd'hui. Bon. Oui, mais il Puis, paraît que ça s'est décanté après. C'est ça qui est étrange, c'est que il l'a accueilli comme ça, mais dans la salle, dans le bureau ovale, avant qu'on voit les images, il y avait eu des conversations, puis on expliquait qu'il y aurait un déjeuner après avec les deux chefs d'État, puis la conférence de presse, puis la signature de l'accord sur les minéraux. Donc, il y avait une bonne détente. Il y a même des gens qui ont dit au Washington Post, nous, on est arrivés très positivement ce matin. C'est pas un piège. On n'a pas planifié cette crise-là. Ça a éclaté soudainement. Et j'ai tendance à croire à ça parce que compte tenu du caractère de Trump, qui peut exploser n'importe quand, et qui là, évidemment, s'est senti attaqué à cause Poutine est un assassin. Alors voilà, donc là, il faut suivre les événements. Zelensky, nous sommes vendredi. Zelensky, une semaine plus tard, va être en Arabie Saoudite avec une délégation russe pour négocier certains aspects de l'accord de paix cette fois-ci. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais je reviendrai aussi à une autre hypothèse qui a circulé, c'est que est-ce que Zelensky n'aurait pas délibérément fait déraper la conférence de presse de vendredi dernier dans le bureau ovale et que donc c'est toute la question, c'est le fameux accord sur les minerais rares, les ressources naturelles qui devaient être signé à Washington. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Est-ce que c'est vrai? Impossible de le dire, mais c'est sur la base de fuites des services de renseignement ukrainiens, informations selon lesquelles Zelensky aurait déjà promis la gestion des minerais rares à la Grande-Bretagne. Et puis le 16 janvier dernier, vous irez voir sur le site web de Keir Starmer, le premier ministre britannique, l'accord est là. Le 16 janvier dernier, donc 4 jours avant le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, les Ukrainiens et les Britanniques ont signé un accord de partenariat de 100 ans qui prévoit le versement annuel de 3 milliards de livres sterling jusqu'à la victoire finale contre la Russie. Donc, il y a différents éléments dans cet accord-là. Et puis, ce serait à ce moment-là que, de façon non officielle, parce qu'évidemment, c'est pas dans le document, que Volodymyr Zelensky aurait promis à Keir Starmer qu'en échange, ce serait des intérêts britanniques qui auraient la tâche de gérer les ressources naturelles puis les minerais rares de l'Ukraine à la fin du conflit. Donc, si cette hypothèse-là est vraie, ça pourrait expliquer la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky ne pouvait pas signer cet accord-là parce que les minerais avaient déjà été promis à quelqu'un d'autre. Donc, on va voir si effectivement l'accord sur les minerais est signé dans quelques jours avec les États-Unis. Ça viendrait invalider cette hypothèse-là, mais s'il y a encore du sable dans l'engrenage lors de négociations futures, bon, ben peut-être faudra-t-il en conclure que c'est effectivement le cas. Puis en contrepartie, si des journaux ont sorti cette information-là, ben vous pouvez être sûr que Donald Trump était aussi au courant. Donc, dans les circonstances, s'il était au courant que ces ressources naturelles-là avaient été promises à quelqu'un d'autre, peut-être que ça lui convenait aussi de pas nécessairement traiter Zelensky avec des gants blancs parce que il savait que l'entente allait pas être signée ou ça allait être en même temps, il faut voir la séquence des rencontres. Tu as eu Macron au début de la semaine, le lundi, tu as eu Starmer le jeudi, puis tu as eu Zelensky le vendredi. Alors, ça devait savoir l'hypothèse que tu avances. Alors moi, je me dis, tout le monde veut avoir sa part du gâteau. En même temps, la question se pose, comment exploiter des ressources dans des terrains extrêmement difficiles? Ça, c'est des terrains contrôlés par les Ukrainiens. Sinon, les terrains contrôlés par la Russie. Oui. Parce qu'une bonne partie de ces terres et de ces minéraux sont dans la zone russe.
Puis s'ils ne sont pas dans la zone russe, ils ne sont pas nécessairement dans la zone la mieux protégée de l'Ukraine, parce que c'est essentiellement dans l'est du pays. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, j'en suis sûr. Mais c'est ça, c'est un peu l'idée que, tu sais, on présente un peu, on a tendance à présenter les Américains à l'heure actuelle comme étant des Shylocks, là. Des gens, écoutez, si vous nous donnez pas ci, on va vous imposer ça, puis nous, c'est notre intérêt national qui prime d'abord et avant tout, alors que de l'autre côté, on présente les puissances européennes comme étant des bienfaiteurs, des gens qui sont animés par la volonté de servir le bien, alors que je veux dire, leur intérêt, ils ont aussi un intérêt national à préserver. Puis si les Britanniques ou les Français ont l'occasion de mettre la main sur des ressources naturelles qui valent des milliards de dollars, là, ils vont pas se priver pour le faire non plus, là. Ouais. Donc, il y a bien des gens qui rappellent que les États-Unis n'ont jamais été très altruistes dans leurs relations avec leurs alliés européens, même tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Le plan Marshall, oui, c'est bien, il y a eu de l'argent, mais il y a eu des remboursements aussi. Oui. Il y a eu d'autres exemples comme ça de chantage où le président Eisenhower disait au président sud-coréen, si tu n'arrêtes pas ton offensive contre la Corée du Nord, on te coupe tous les armements. Donc, il faut revenir à l'histoire pour se rendre compte que ce genre de négociation est toujours très violente. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, dans notre monde sur la place publique, surmédiatisé, ben voilà, et c'était sur la place publique. Habituellement, c'est derrière les portes closes. Peut-être tu peux nous raconter l'histoire, la fameuse rencontre entre Lyndon Johnson et Lester B. Pearson qui s'était pas très bien passé pour le premier ministre canadien. Oui. Donc, je me souviens plus de la date exacte. On doit peut-être être en 65 ou 66. Et évidemment, Johnson est pris avec la guerre du Vietnam. Les choses vont pas très bien. Et Lester B. Pearson est invité aux États-Unis à donner une conférence dans une université. Et il critique, mais c'était pas le général de Gaulle, hein, mais il critique la politique américaine au Vietnam. Et puis, il continue son voyage, il s'en va à Washington. Et là, le président Johnson l'aurait pris par le collet sur la terrasse, l'aurait brassé un peu en lui disant « Viens pas pisser sur mon terrain quand tu es aux États-Unis. » Puis on s'entend, en comparaison, Johnson, c'était... En plus, c'était un géant. C'était un géant, l'autre était très petit. Et donc, est-ce que c'est une légende urbaine? Je pense qu'il doit y avoir un peu de vrai là-dedans. Et c'est vrai que par principe, si vous allez sur le territoire d'un autre, vous ne critiquez pas ce gouvernement-là, vous êtes chez lui, finalement. C'est ça. Alors, en fait, c'est la raison pour laquelle De Gaulle avait dû écourter son voyage au Canada en 67, parce qu'il s'était immiscé dans ben oui, il n'était pas allé à Ottawa. Ouais. Ah non, c'est ça. Il s'était fait clairement indiquer, si tu débarques à Ottawa, il n'y a personne qui va te rencontrer, donc t'es mieux de remonter dans ton bateau puis de retourner en France. Voilà. Bon. Écoute, aujourd'hui, vendredi, je vais mettre le lien dans la description du vidéo, mais on a publié une lettre d'opinion dans le Devoir. Je vais te laisser en discuter parce que ça fait suite aussi à l'annonce renouvelée là, de l'imposition de sanctions par les États-Unis sur le Canada. Donc, je te laisse nous en parler. Mais écoute, très brièvement, évidemment, les sanctions ont été imposées mardi, 25% sur tous les produits canadiens, Mexique aussi, la Chine un peu moins. Et Trudeau a donné une conférence de presse où là, il annonçait qu'il y aurait des contre-mesures canadiennes. Et à un moment donné, il s'est demandé pourquoi Trump faisait ça. Et son explication, c'est que Trump veut détruire l'économie canadienne pour mieux justifier l'annexion du Canada. Alors, il faut prendre une petite seconde de recul et se demander, quand un chef d'État, un chef de gouvernement dit une chose pareille, c'est presque un casus belli, là. Il accuse les États-Unis
de vouloir détruire l'économie canadienne pour finalement annexer ce pays. Alors, j'imagine que si on avait dit ça en France ou n'importe où, on serait quasiment en train de mobiliser les troupes pour défendre le pays. Mais là, comme on est avec Trump, c'est peut-être en train peut-être qu'ils sont en train de se calmer un peu, puisqu'on on apprenait hier, jeudi, que Trump avait suspendu les frais de douane jusqu'au 2 avril. Alors, c'est comme s'il jouait au yo-yo avec tout le monde là, depuis qu'il est au pouvoir. Une journée, il le fait, le lendemain, il suspend. Tester le désir de combattre de l'autre, d'une part. Sauf qu'à un moment donné, il n'y aura plus de crédibilité. Quoique, tu as appris cette semaine que le Panama a finalement cédé sur à peu près toute la ligne face à Trump. Et donc, les Chinois ne seront plus les maîtres de 2 ports panaméens. Ce sont les Américains qui retournent être propriétaires de ces 2 ports. Et donc, ils prennent virtuellement le contrôle du canal de Panama, ce qu'avait demandé Trump. Et Trump s'est retourné après en disant, bon, mais maintenant, ça va être le Groenland. Alors, là, il y a beaucoup de choses, cette semaine. Et certaines sont en train de tomber, d'autres sont en train de se réaliser. Certains vont se demander, peut-être que la méthode Trump, finalement, elle marche, puisqu'il obtient des gains, il obtient des résultats. En tout cas, avec certains pays, mais c'est ça, il va y avoir qui teste la détermination politique des uns et des autres, surtout qu'à Ottawa, en ce moment, c'est dans un moment de changement politique avec l'élection du nouveau chef du Parti libéral ce dimanche. À toute fin utile, ça va être Mark Carney qui va remporter la chefferie. Maintenant, toute la question, c'est, en remportant la chefferie, est-ce que automatiquement, il va devenir premier ministre ou Justin Trudeau a comme laissé entendre qu'il y aurait peut-être une période de transition. C'est pas très clair. Selon les conventions normales, lundi matin, Justin Trudeau devrait se rendre au bureau de la gouverneure générale pour annoncer sa démission et proposer à ce que Mark Carney devienne premier ministre. C'est ce qui devrait se faire normalement, mais Justin Trudeau, c'est ça, a laissé sous-entendre que peut-être qu'il y aurait une période de transition. Donc, c'est peut-être ça aussi. Trump en profite en sachant qu'il y a un moment de transition politique au Canada pour en profiter. Mais je pense que Trump, ce qu'il prend en considération d'abord avant tout aussi, puis peut-être c'est véritablement ça qu'il est en train de tester, c'est la résilience des marchés, la bourse. Donc, il y a un mois, il a vu que la bourse avait perdu de sa valeur après l'imposition de ces sanctions-là. Ça a été la même chose cette semaine quand il a réimposé les sanctions. Donc, il y a aussi à se battre à l'interne contre la bourse, mais aussi voir la réaction des gouverneurs des États du Nord, dont l'économie dépend aussi beaucoup de les liens de coopération avec le Canada. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'une simple signature sur un décret. Il y a beaucoup de considérations à prendre en compte. Donc voilà, il faudra voir, mais en tout cas, on vous invite à aller consulter notre texte dans le Devoir. Encore une fois, le lien va être mis en description du vidéo. Puis je viens de voir ça juste avant qu'on commence à enregistrer. En fait, c'est un petit peu drôle. C'est l'agence Reuters qui rapporte les propos des Chinois, donc d'un ministre chinois puis on voit très bien où en fait le ministre des Affaires étrangères de Chine, on voit comment la Chine est en train d'essayer de se positionner par rapport à la nouvelle politique étrangère américaine. Et puis, ils disent que d'une part, la Chine va aussi répliquer avec des contre-mesures face aux sanctions qui ont été imposées aussi à la Chine. Mais il dit aussi la chose suivante, il dit les grandes puissances ne devraient jamais intimider les plus faibles. Et la Chine s'est toujours comportée différemment
et s'engage à continuer à se comporter différemment des Américains. Donc, c'est très présent dans la rhétorique chinoise, surtout avec les BRICS. Ils disent, ils misent énormément là-dessus que le nouvel ordre mondial multipolaire qui souhaite mettre en place va vraiment être axé autour de valeurs d'égalité, de respect. Et c'est aussi le fonctionnement des BRICS, on en avait discuté il y a quelques mois. C'est un principe d'égalité. Il y a pas, même si les Chinois et les Russes sont évidemment plus puissants que les autres pays membres, ça repose sur un principe d'égalité. Les rencontres annuelles, c'est plaque tournante et c'est selon le bon vouloir des pays qui veulent accueillir la rencontre des chefs d'État. Donc, c'est pas systématiquement toujours en Chine ou en Russie. La prochaine, ça va être au Brésil. Donc, les Chinois développent cette rhétorique-là de que leur nouveau monde, le nouvel axe Moscou-Pékin qui est en train de se mettre en place, c'est pas un ordre comme celui que les Américains ont mis en place, un ordre très hiérarchique de relations d'empire à vassal. C'est plutôt c'est dans la rhétorique, alors qu'on sait que dans les faits, les Chinois n'ont pas toujours traité de façon très égalitaire les pays avec lesquels ils faisaient affaire, notamment au Sri Lanka, lorsqu'ils leur avaient donné de l'argent pour un prêt pour la construction d'un port. Ouais. Le gouvernement sri-lankais a été incapable de rembourser le prêt, et puis les Chinois ont tout simplement pris contrôle du port. Là. Oui, oui. Il y a le discours. Une exception avec Taïwan aussi, mais évidemment, ils doivent se dire Taïwan, c'est une province chinoise, donc ça compte pas. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est intéressant là, parce que la rhétorique va jouer un rôle très important au cours des prochaines années. Comment les pays, les grandes puissances vont se présenter à l'égard des autres pays avec lesquels ils voudraient faire alliance. Ouais. Et puis, clairement, les Américains, c'est pour les 4 prochaines années, ça va être une dynamique très hiérarchique entre les États-Unis et ses vassaux. Donc, il y aura pas, ça va être l'imposition de la loi du plus fort aussi. Mm-hmm. Puis ça, on ne sait pas. À terme, si de l'autre côté, vous avez les Chinois qui se présentent comme étant une superpuissance, mais davantage respectueuse des intérêts de tout un chacun. Sait-on jamais, si vous avez des pays qui, en ce moment, ils sont en train sont assis sur la clôture, puis ils se demandent est-ce qu'on devrait plutôt pencher d'un côté du partenariat vers les États-Unis ou vers la Chine, qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour nous? C'est peut-être un élément qui pourrait faire pencher la balance du côté de Pékin. Il y en a qui ne veulent pas choisir. Hein. Il y a des pays asiatiques qui ont bien fait comprendre aux deux superpuissances qu'ils ne voulaient pas choisir entre les deux. Oui, mais à un moment donné, si l'ordre international évolue de sorte qu'ils vont devoir se positionner, ben c'était peut-être des éléments comme ça qui vont pouvoir faire pencher la balance de part et d'autre. Donc, on va voir, ça va être intéressant. Enfin, maintenant, revenons à l'Europe, parce que après la rencontre avortée à Washington vendredi dernier, Zelensky s'est déplacé à Londres. Dès le lendemain, a rencontré Keir Starmer. Longue rencontre au 10 Downing Street, qui a par la suite culminé avec une rencontre avec de nombreux chefs de gouvernement, chefs d'État occidentaux, européens. Justin Trudeau a été invité. Beaucoup de chefs de gouvernement, chefs d'État européens, mais pas tous. Donc, il n'y a pas une unanimité non plus en Europe. Il y en avait 19. La Slovaquie, par exemple, et la Hongrie qui semblent davantage vouloir adopter une perspective plus réaliste sur le conflit ukrainien, donc pro-Washington dans les circonstances. Mais bref, il y a quand même eu une rencontre. Les Britanniques ont promis un prêt de un peu plus de 2 milliards de livres sterling, finançant à même les avoirs russes gelés depuis 2014, donc ça coûte rien aux contribuables britanniques. Ça ne fera pas l'affaire des Russes, par contre. Mais bon. Et puis, vous avez par la suite l'Union européenne, différents pays, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, différents autres chefs d'État, chefs de gouvernement qui ont aussi annoncé que oui, on devait prendre le relais du retrait des Américains de ce conflit-là, et puis on s'engage à poursuivre la lutte du côté de l'Ukraine. Donc évidemment, ça a fait l'affaire de Zelensky dans les circonstances, parce que ce que je disais précédemment, est-ce que il n'a pas nécessairement délibérément fait avorter la rencontre à la Maison-Blanche en sachant qu'il ne pouvait pas de toute façon promettre les minerais rares aux États-Unis, mais est-ce que c'était pas aussi une façon, en sachant qu'elle allait le lendemain se poser en Grande-Bretagne, de faire avorter cette rencontre-là à la Maison-Blanche, de sorte de renouveler
le partenariat sécuritaire entre l'Europe et l'Ukraine. En tout cas, si c'est le cas, ça a vraiment bien fonctionné de son côté, parce qu'il y a vraiment un renouveau de l'enthousiasme en Europe, en tout cas auprès des chefs de gouvernement et d'État pour poursuivre Oui. la lutte auprès de l'Ukraine. Pour ce qui est de la population, ça c'est peut-être une autre histoire, il faudrait regarder les sondages. Mais bon, c'est là où on en est en ce moment. Les choses peuvent évoluer. On en avait discuté un peu la semaine dernière, la question de la sécurité en Europe. Mais C'est quoi les perspectives d'avenir? Je te laisse la question, ça va être les moyens aussi, parce que là, ils veulent débloquer 800 milliards de dollars, d'euros, pardon, pour favoriser les budgets militaires et s'armer un peu plus. Mais encore faut-il que la production d'armement se fasse. Alors, ça s'est amélioré depuis 3 ans, ça c'est certain, mais le conflit consomme énormément d'armes. Et donc, les Européens tirent toujours de l'arrière là-dessus. Et si les Américains coupent complètement leur aide militaire, je ne suis pas sûr que les Européens vont pouvoir remplacer cartouche sur cartouche pour l'Ukraine. Alors que différents politiciens, Valérie Hayer, qui était, je pense, c'est la chef de file du mouvement macroniste aux dernières élections européennes, qui a dit en une entrevue à la radio que maintenant la France et l'Europe devaient entrer dans une économie de guerre. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire quoi? Et comme tu le disais, est-ce que la population est prête à ça aussi? Parce qu'on sait déjà que la France dépense son 2% de son PIB pour la défense nationale, mais là, on parle d'élever ça à 5-6%, donc non seulement de doubler, mais aussi de tripler les investissements, alors qu'on s'entend que les pays européens ont aussi leurs problèmes aussi domestiques, qui coûtent une fortune, qui doivent aussi être réglés. Donc ça va être très, très, très intéressant à surveiller, mais ça montre encore une fois que pour beaucoup de politiciens européens, c'est la perspective très idéaliste, cette incapacité à accepter la réalité et de se dire, bon, ben, les Ukrainiens sont en train de perdre la guerre là, sur le terrain, et puis il vaut mieux que ça s'arrête maintenant, parce que si ça continue, ils vont tout simplement perdre encore plus de terrain. Puis c'est la raison aussi pour laquelle, puis j'aimerais insister là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment important. On entend de plus en plus, ça revient dans les médias, que ce que Trump est en train de faire en ce moment, c'est 1938, c'est Munich. On est en train de pactiser avec le diable, et ça, c'est moralement inacceptable. Je comprends la métaphore, là, puis elle est très attrayante, là, mais il y a une énorme différence entre 2025 et 1938. En 1938, là, les Britanniques, les Français, Daladier, Chamberlain, qui ont signé là, les ententes de Munich avec Mussolini et Hitler, avaient la possibilité, s'ils l'avaient souhaité, ils auraient eu la possibilité de freiner Hitler. L'armée britannique, l'armée française avaient les moyens d'entrer en Allemagne et de faire quelque chose pour peut-être faire tomber le régime hitlérien. Ils avaient la possibilité de le faire, mais ils ont fait un choix inverse. Donc, d'où la fameuse citation de Churchill, vous avez eu le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Donc, ils avaient le choix. Maintenant, en 2025, on peut se poser la question, est-ce que les Européens ont ce choix-là? Puis dans les circonstances actuelles, non. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir entrer en Russie et de porter un coup fatal sur le plan militaire ou même sur le plan économique. Ils essaient de faire ça. L'arme atomique a changé les choses. Là, c'est ça, le dernier recours, c'est le recours à l'arme atomique, mais ça, on s'entend que c'est pas véritablement une option. Donc, même s'ils voulaient faire quelque chose de différent, ils n'ont pas cette possibilité-là. Donc, la seule perspective qui se devrait d'adopter, c'est la perspective réaliste. Donc, on aimerait être comme en 38, avoir la possibilité de dire non et de faire un choix inverse, mais on l'a pas, cette possibilité-là. Donc, il ne nous reste que la perspective réaliste d'accepter un accord de paix en Ukraine qui va inévitablement mener à la partition du pays, mais on sait très bien à qui on a affaire. Donc, on reste pas les bras croisés puis les mains dans les poches. On s'arme le plus rapidement possible, on entre en économie de guerre, encore une fois, dans la mesure où ça peut être possible, et on est prêt le plus rapidement possible à faire face à une invasion
du continent européen Mm. ou à une nouvelle offensive de l'armée russe en Ukraine, où là, on va véritablement être en mesure là, de porter secours directement à l'Ukraine d'une façon crédible et qui va véritablement empêcher l'armée russe de faire des progrès. Donc, en anglais, avoir une force de deterrence, en mesure Ouais, véritablement de faire peur à la Russie, dissuader. de la Mais dissuasion, justement. je me demande s'il n'y a pas un peu d'hypocrisie de la part des Européens, dans le sens où, évidemment, sur le plan moral et politique, ils veulent être au début de la parade, mais tous les communiqués qu'ils ont publiés depuis l'incident du bureau ovale indiquent bien que oui, ils vont soutenir l'Ukraine, mais avec la participation des États-Unis. Il y a Oui, toujours ce paragraphe qui dit oui. on a besoin des États-Unis pour faire ceci et pour Et, faire cela. et Donc, il n'y a garantit pas de de sécurité rupture. américaine. Il n'y a pas de rupture ici avec les États-Unis parce qu'ils ne le peuvent pas sur certains aspects de cette guerre. Et donc, je me demande si, à la fin, les Européens vont céder aux Américains, c'est-à-dire accepter un accord que les Ukrainiens n'aimeront pas, mais qui sera fondé sur ce qui se passe sur le terrain et non pas sur ce qu'on voudrait qu'il se passe. Et les Européens déploieront cette force de maintien de la paix le long de la ligne, la De ligne plus de 1000 kilomètres. qui aura été établie lors d'un cessez-le-feu. Alors, on Mais est c'est, devant un grand théâtre, me semble-t-il, chez ouais, les mais tu vois aussi Européens. les communiqués de Keir Starmer, il y avait deux éléments qui sont Ouais. absolument irréalistes. Il dit oui, on est prêt à ce qu'il y ait un accord de cessez-le-feu, mais il faut, lorsque cet accord-là va être signé, il faut que l'Ukraine soit en position de force. Ben non, ça n'a pas de Ben, sens. c'est pas le cas à l'heure actuelle, puis il n'y a Ouais, rien qui nous indique que ça va être différent dans six ouais, mois. ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faire en sorte que l'Ukraine soit en position de force, ça signifie continuer à envoyer de l'armement dans l'espoir que peut-être ils vont être en mesure de freiner l'avancée des troupes russes ou, Ouais. dans un monde encore plus idéal, de lancer leur propre contre-offensive à quelque part sur le front. Bon, ça repose, c'est du vent, ça là, ça repose absolument sur rien. Et ça exige aussi des garanties de sûreté de la part des États-Unis. Parce que Trump a déjà dit que, oubliez Ah, ça, j'ai il n'y aura oublié pas de ça. troupes américaines sur C'est place. fini. C'est Donc, fini. c'est comme ils ont une perspective de la paix qui fait sens peut-être sur le papier dans un monde idéal, mais dans la réalité, ils imposent deux conditions qui Et seront jamais faut se satisfaites. rappeler, faut se rappeler une chose qui a été très bien, très bien dite pour une fois par Trump, c'est qu'au fond d'eux, les Américains non seulement pensent que Zelensky ne veut pas la paix, mais les Américains ont d'autres chats à fouetter que de régler le problème ukrainien. Ça voulait dire leur question intérieure. L'Amérique du Nord, ériger l'Amérique du Nord en une espèce de forteresse, et puis se tourner vers l'Asie. Le fond de la véritable vérité, si je peux m'exprimer ainsi, du positionnement américain a été, me semble-t-il, résumé par cette phrase de Trump. Ouais. Fortement inspiré de J.D. Vance. Lorsqu'on lit Ah oui, le oui, l'homme est livre toujours qu'il a derrière écrit, lui. lorsqu'on lit le livre qu'il a écrit, c'est très intéressant parce que lui, ce qui l'a marqué lors de son déploiement en Irak, il dit, on dit toujours, les politiciens ont toujours dit, ah, nos soldats, ce sont des héros, ils se battent pour la démocratie, pour une Ouais, noble cause. Puis J.D. Vance, il en est venu à la conclusion après son déploiement en Irak, il a dit, oui, effectivement, les soldats américains meurent, mais en réalité, ils meurent pour absolument aucune raison valable. ouais, tout à Donc, fait. c'est ce qui explique aussi cette volonté-là de dire, on va arrêter d'envoyer nos soldats, qui était lui-même un soldat, puis Exet aussi, le secrétaire de la Défense a lui-même été soldat, déployé en Afghanistan deux fois, plutôt qu'une. Ils ont vécu la véritable guerre, puis ils se sont rendus compte que les administrations précédentes ont souvent, c'est ça, fait couler le sang pour des raisons que les soldats eux-mêmes étaient incapables de comprendre, qui faisaient absolument aucun sens. Donc ça joue beaucoup, là. Puis Vance, c'est un peu l'idéologue de Trump sur ces questions-là. Il joue un énorme rôle. C'est
fort probablement en termes de l'héritage du Trumpisme. On va voir dans 4 ans, mais à l'heure actuelle, ça semble être le successeur tout désigné parce que c'est véritablement lui qui apporte de la chair autour de l'os. Puis on a tendance peut-être à négliger sa contribution intellectuelle dans le développement de la politique de Trump. Peut-être une dernière chose avant de conclure. J'ai inventé un concept, c'est le concept de russophrènie. Ah, J'aimerais discuter. La russophrènie, c'est une espèce de maladie mentale qui consiste à penser que l'armée russe est sur le bord de l'effondrement, mais qu'en même temps, ils sont à 24 heures d'envahir le reste de l'Europe, là. ouais, Et que dans une semaine, ils vont marcher sur Berlin, puis dans 2 semaines, ils vont marcher sur les Champs-Élysées à Paris, ouais, là. ouais. Je pense qu'il faut prendre un gros pas en arrière, là, un gros recul, puis se poser véritablement la question, est-ce que effectivement l'armée russe a les moyens matériels et humains pour pouvoir se lancer à l'assaut de l'Europe, peut-être dans la perspective où, ben là maintenant, comme les Américains se sont non officiellement retirés de la sécurité européenne, ils se disent, bon, ben, on n'a pas à craindre le feu nucléaire américain si on envahit l'Europe. Et puis, bon, maintenant, les Français, qui est la seule puissance autonome avec une arme atomique, est-ce qu'ils vont réellement sacrifier Paris pour sauver Riga et Vilnius? Les Russes peuvent en douter, donc techniquement, ils peuvent se dire, oui, maintenant, on n'a plus rien à craindre, donc lançons-nous à l'assaut. Il ne faut pas oublier que les pertes matérielles depuis 3 ans d'armées russes ont été extrêmement importantes, là. Ben, c'est On sûr. parle de Ouais. 3500 chars d'assaut qui ont été détruits. On parle d'une centaine d'avions aussi qui ont été détruits, une vingtaine de navires de guerre qui ont aussi été détruits. Je parle même pas des véhicules d'infanterie légers qui ont aussi été détruits par milliers, etc., etc. Donc, je veux dire, l'armement russe a subi des pertes absolument énormes, ça va leur prendre des années avant de pouvoir se refaire une force matérielle comme celle-là, mais aussi sur le plan humain. C'est extrêmement difficile de dire là, combien de soldats russes ont été tués et blessés, mais c'est certainement là, en termes de centaines de milliers, Ouais, combinés, là, tués et blessés. ouais. Beaucoup ont aussi été faits prisonniers. Donc, c'est à prendre en considération. Puis on s'entend que si l'armée russe, après 3 ans, n'a été en mesure de capturer que 20% du territoire ukrainien, Mm. on s'entend que c'est pas nécessairement la force qu'on avait voulu croire il y a Non, 3 ans. non. Il y a une Donc, schizophrénie ici, là. oui, donc s'imaginer qu'ils vont pouvoir envahir les 3 pays baltes, la Pologne, la Roumanie, Alouette, Ouais, avec 300 000 hommes, puis une poignée de chars, là, je pense, même si l'Europe est aussi exsangue, les armées européennes ont donné beaucoup de matériel à l'Ukraine qui ont aussi voilà. été détruits. Les pays européens n'ont pas non plus des centaines de milliers de soldats prêts à aller combattre demain matin. La seule exception serait peut-être la Pologne, qui depuis 3 ans a réellement fait des efforts de réarmement. Mais donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention ici, là, puis de ne pas prendre faut pas tomber dans une espèce de schizophrénie, une peur complètement irrationnelle qui Ouais. ferait complètement abstraction de la réalité des faits. Mais, mais Si effectivement la Russie veut envahir l'Europe, si c'est l'intention de Vladimir Poutine, c'est pas demain matin certain, là. le discours de la peur, tel qu'exprimé par Macron il y a, je pense que c'était hier ou avant-hier, J'ai fait une allocution c'était, pardon, jeudi ou mercredi, où il a axé son propos sur la peur de la Russie, que la Russie était là, qu'elle ne s'arrêterait pas à l'Ukraine. C'est un discours qu'on entend régulièrement chez les Occidentaux depuis une soixantaine d'années. Eisenhower avait l'habitude de dire que pour attirer l'attention des parlementaires à Washington, il fallait toujours accentuer le négatif. Il fallait toujours exagérer les menaces. Et c'est ce qu'on a fait tout le long de notre existence depuis 1945. C'est comment voulez-vous convaincre les opinions publiques occidentales qui vivent des problèmes économiques quotidiens d'appuyer les augmentations
de budget militaire? Ben, c'est en gonflant la menace, comme on l'a fait dans les années 80 face à l'Union soviétique. On s'est aperçu que c'était quasiment, c'était un village Potemkin, hein, ça faisait peur de l'extérieur, mais derrière, c'était en train de pourrir et de s'effondrer. Alors, je ne dis pas que c'est la situation en Russie, mais le simple fait, comme tu le disais, que la Russie n'arrive pas à contrôler plus que 20% du territoire, n'arrive pas finalement à avancer comme elle voudrait avancer, montre bien que tout ça ne tient pas la route, que ce discours de la peur est là pour susciter l'appui au gouvernement pour augmenter les budgets militaires. Oui, oui, puis ça permet aussi aux individus, aux chefs de gouvernement et d'État qui utilisent cette rhétorique-là de faire oublier leur, les autres problèmes politiques qui n'ont pas été en mesure de régler depuis. Ça, c'est une vieille ficelle, hein, de la politique. Ouais. Voilà. Ben, écoutez, sur ça, on va vous laisser. Puis, j'espère que vous avez apprécié c'était notre épisode hebdomadaire. Donc, évidemment, on va se revoir la semaine prochaine. Écoutez, sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine. Puis, ça sera au plaisir de vous revoir très bientôt. Au revoir. Au revoir.